Le matin du mariage. Mon père m'a envoyé un SMS, on ne vient pas. N'appelle pas, amuse-toi bien. J'ai tendu le téléphone à mon fiancé, un agent fédéral. Il a souri, a passé 3 appels rapides, et a dit, c'est réglé. Commençons. 3 heures plus tard, 17 appels manqués. Je m'appelle Amélie Laurent et je me suis mariée en uniforme. Non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je refusais de cacher ce que j'étais devenu. Le matin de mon mariage a commencé dans le silence, celui qui remplit chaque recoin d'une caserne avant l'aube. Mon uniforme était suspendu, repassé et prêt. Les rubans captaient la première lumière qui filtrait à travers les stores, et mon cœur battait à ce rythme régulier de la marine nationale que j'avais appris des années auparavant, calme avant le commandement. Puis le téléphone a vibré. Un seul message, quelques mots qui allaient donner le ton à tout ce qui suivrait. Nous ne venons pas. N'appelle pas, amuse-toi bien. Ce n'était pas signé, mais ce n'était pas nécessaire. Je reconnaîtrais cette ponctuation n'importe où, précise, sèche et froide. Mon père, le colonel Robert Laurent, de l'armée de terre, avait parlé. Après 33 ans à vivre sous ces règles, il trouvait encore un moyen de transformer l'amour en un ordre. J'ai fixé le message un long moment. Mon reflet me regardait depuis l'écran, des yeux bleu marine, le contour discret d'un ruban métallique près de mon épaule, et la douleur d'une vieille blessure qui ne s'était jamais vraiment refermée. Je n'ai pas pleuré. J'avais appris il y a longtemps que les larmes ne changent pas les ordres d'un soldat. J'ai simplement tendu le téléphone à mon fiancé, Étienne Colbert, et j'ai dit doucement, il a enfin répondu. Étienne était un agent de la DGSI, calme comme une marée d'hiver. Il a jeté un coup d'œil au message, sans surprise, sans jugement, juste de la compréhension. Puis, sans un mot, il a passé 3 brefs appels. Sa voix est restée égale, professionnelle. Quelques courts échanges, 2 ou 3 oui discrets. Puis, il m'a regardé, m'a offert ce demi-sourire dont j'étais tombée amoureuse, et a dit, c'est réglé. Commençons. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je n'en avais pas besoin. Dans notre monde, régler signifiait sécuriser, protéger, terminer. La chapelle attendait à quelques rues de là, sur la base de Brest. Petite, blanche, simple, son clocher s'élevant contre le ciel de l'Atlantique. Dehors, la lumière du soleil de début de printemps se déversait sur les pavés comme une bénédiction. J'y suis allé seul, mes talons frappant le sol à un rythme mesuré. À chaque pas, je me rappelais que c'était ma vie, construite sur des années de service, de cicatrices et de silence. Quand j'ai atteint les portes de la chapelle, 2 de mes anciens coéquipiers des commandos marines attendaient. Ils étaient venus sans y être invités, impeccables dans leur tenue blanche de cérémonie. Le maître principal Dubois a fait un signe de tête sec. Vous ne pensiez pas que nous vous laisserions entrer seuls, mon commandant. Sa voix s'est légèrement brisée sur ce dernier mot. J'ai souri, quelque chose de doux montant dans ma poitrine. Vous avez toujours eu un timing épouvantable. Un timing parfait, mon commandant, a-t-il dit, comme toujours. Ils m'ont flanqué en entrant. À l'intérieur, quelques dizaines d'invités se sont levés. Des civils, des officiers et une poignée de militaires du rang avec qui je m'étais entraîné des années auparavant. Chaque visage portait une chaleur à laquelle je ne m'attendais pas. L'air sentait légèrement le sel et le bois ciré. L'orgue a commencé, simple, solennel. En descendant l'allée, je ne pensais ni aux fleurs, ni aux vœux, ni à aucune des choses dont rêvent la plupart des mariés. J'ai pensé à la première fois où mon père m'a dit que je n'étais pas faite pour la marine. J'avais 12 ans. Il l'avait dit en cirant ses bottes. Laisse l'uniforme aux hommes qui peuvent le supporter. J'avais passé 2 décennies à prouver que je le pouvais. Maintenant, alors que je m'avançais vers Étienne, qui attendait près de l'hôtel, le soleil a percé les vitraux, projetant de la lumière sur mes pattes d'épaule. Les galons dorés brillaient comme de petits feux, preuve d'une vie vécue au service d'un but. L'aumônier a commencé la cérémonie. Sa voix était stable, exercée. Vous, Amélie Laurent, prenez-vous cet homme? Je l'ai à peine entendu. Mon esprit a dérivé une seconde vers le téléphone rangé dans mon sac. Le message était toujours là, brillant froidement dans sa bulle grise. N'appelle pas. L'absence de mon père n'était pas nouvelle. Il avait manqué mes remises de diplôme, mes promotions, les funérailles de ma mère. Mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait définitif. Pas de la colère, juste du vide, comme un mât sans drapeau.
Étienne a serré mes mains comme s'il lisait mes pensées. Tu es là, a-t-il murmuré. Et c'est suffisant. Nous avons échangé nos vœux, simples, sans fioritures. Pas de grandes promesses, pas de poésie, juste la vérité. Quand l'aumônier nous a déclarés mari et femme, la petite assemblée a éclaté en applaudissements, brefs mais sincères. Dehors, la lumière du soleil inondait la base comme de l'or liquide. Mes coéquipiers des commandos marines ont formé une voûte de sabre, les lames scintillant alors que nous passions dessous. Un photographe a immortalisé l'instant. J'ai souri, non pas de ce sourire qui cache la douleur, mais de celui qui la laisse enfin partir. Ce soir-là, pendant que les invités riaient aux toasts et aux histoires, j'ai trouvé un coin tranquille près de la fenêtre. L'océan était calme, son rythme lent et familier. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. Pas d'excuses, pas de félicitations, pas même une seconde pensée de l'homme qui m'avait autrefois appris que la discipline comptait plus que les sentiments. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai rejoint Étienne dehors. Nous étions debout ensemble sous les étoiles, le bruit des vagues comblant le silence entre nous. Ça va, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Il a fait son choix, et j'ai fait le mien. Étienne a hoché la tête, a passé un bras autour de ma taille. Alors c'est réglé. Mais alors que la nuit avançait, je ne pouvais pas chasser l'image du visage de mon père, la mâchoire serrée, les bras croisés, les yeux durs comme du gravier. Il avait toujours cru que j'étais trop têtue, trop émotive, trop comme ma mère. Peut-être qu'il avait raison sur un point. Je n'ai jamais abandonné. Quand nous avons finalement quitté la réception, les dernières bougies se consumaient, leurs flammes stables dans le vent. J'ai jeté un dernier regard à la chapelle, le même endroit où j'avais reçu ma commission d'officier une décennie plus tôt. Cela semblait approprié, d'une certaine manière. Le début et la boucle. Alors que la voiture s'éloignait, je me suis murmuré, « Tu n'es pas venu. Mais un jour, tu comprendras pourquoi je devais le faire. » 3 jours plus tard, je me suis réveillé avec 17 appels manqués. J'ai grandi dans une maison où le silence était plus fort que les mots. Mon père, le colonel Robert Laurent, croyait que l'émotion était une faiblesse, et que l'affection se méritait comme un grade, par la performance, pas par droit de naissance. Il se levait à 5 heures précises chaque matin, cirait ses bottes jusqu'à ce que l'on puisse y voir son reflet, et attendait de tous les autres dans la maison qu'ils fassent de même. Même le petit déjeuner avait ses règles. Pas de coude sur la table, parler quand on vous adresse la parole, et ne jamais, jamais remettre en question les ordres. Notre maison était moins un foyer qu'un poste de commandement. Maman était la seule chaleur à l'intérieur. Hélène Laurent, une professeure de lettres qui citait Arthur Rimbaud en pliant le linge. Elle avait l'habitude de me murmurer des choses comme « La bravoure n'est pas toujours bruyante, Amélie. » Parfois, elle est silencieuse et obstinée. Je n'ai compris ce qu'elle voulait dire que des années plus tard. Elle était le calme après ces tempêtes, la douceur qui empêchait les murs de se refermer sur nous. Mes plus anciens souvenirs de mon père sont ceux de lui partant, des sacs de paquetage sur l'épaule, les yeux droits devant, pas de câlin, pas de signe de la main. Juste un homme marchant vers sa prochaine mission. Il me disait, le devoir d'abord, ma petite, tout le reste après. J'attendais près de la fenêtre le retour de sa voiture, comptant les heures. Quand il franchissait enfin la porte, je courais vers lui, mais il m'esquivait d'un ferme repos. J'ai appris très tôt que vouloir son approbation, c'était comme courir après l'horizon. À 10 ans, je connaissais par cœur tous les insignes de grade de l'armée de terre. Je l'aidais à repasser ses uniformes, à aligner ses médailles, à faire briller sa boucle de ceinturon. C'était notre trêve tacite, le service comme connexion. Jusqu'au jour où, en regardant le match de rugby Saint-Cyr-Naval à la télévision, il a dit quelque chose qui s'est gravé dans mes os. « Tu ne porteras jamais ces couleurs, ma petite », a-t-il marmonné. « Laisse l'uniforme aux hommes qui peuvent le supporter. » Il ne m'a pas regardé en le disant. Il n'en avait pas besoin. Je me souviens du goût exact de ce silence par la suite, métallique comme le sang quand on se mord la langue. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste mémorisé le score et le nom de l'école navale, laissant les deux brûler dans ma mémoire. À partir de ce moment, j'ai étudié plus dur, couru plus vite, me suis poussé au-delà de ce que quiconque attendait. Si l'armée était bâtie sur l'endurance, j'ai décidé de survivre à son doute. Maman voyait ce que je faisais, mais n'intervenait jamais. Elle se contentait de sourire doucement et de glisser un mot dans ma boîte à déjeuner qui disait « Les tempêtes forgent les marins ». Quand j'ai eu 17 ans,
j'ai postulé à l'école navale. Je ne lui ai rien dit jusqu'à l'arrivée de la lettre d'admission. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine, à côté de sa tasse de café. Il n'y a même pas touché. Il a juste fixé la lettre pendant 30 secondes, puis a dit, « Alors, tu es sérieuse avec ces bêtises ?» « Oui, mon colonel, ai-je répondu, car c'est ainsi qu'il exigeait que je l'appelle, mon colonel. » Il ne m'a pas parlé pendant 2 mois. La veille de mon départ pour l'école navale, il a laissé tomber un dossier en carton sur mon lit. À l'intérieur, des brochures pour des facultés de droit, des écoles d'infirmières, même une école normale supérieure, aucune avec une encre ou un aigle sur la couverture. C'était sa protestation silencieuse enveloppée dans du papier. Maman m'a serré dans ses bras ce matin-là à l'arrêt de bus, les larmes cachées derrière des lunettes de soleil. Il est resté à l'intérieur. Les rideaux n'ont même pas bougé. C'est ce jour-là que j'ai appris que l'amour dans son monde était conditionnel à l'obéissance. À l'école navale, j'ai porté ce poids comme un sac que je ne pouvais pas poser. Être une femme en uniforme signifiait marcher 2 fois plus loin pour moitié moins de reconnaissance. Je n'étais ni la plus forte, ni la plus bruyante, mais j'étais implacable. Chaque matin avant les exercices, je repassais mon uniforme jusqu'à ce que les plis puissent couper du verre, comme si la perfection pouvait me protéger du doute. La première année a été brutale. J'ai échoué à mon test de navigation 2 fois, je me suis déchiré un ligament pendant l'entraînement d'endurance et j'ai failli être renvoyé. Chaque nuit, quand les autres dormaient, je m'asseyais près de la fenêtre du dortoir, regardant vers la rade, et je murmurais, « Tu verras, papa. Un jour, tu devras me saluer. » Les lettres venaient de maman, de petites enveloppes à l'écriture désordonnée. À l'intérieur se trouvaient des extraits de poèmes, des encouragements, ou parfois juste le gribouillage d'un oiseau. Elle m'appelait son oiseau de tempête. Elle disait que ça m'allait bien. Mon père n'a jamais écrit une seule fois, pas même un « prends soin de toi ». Quand maman est morte durant ma 3e année à l'école, d'un cancer du sein, rapide et impitoyable, je n'ai pas eu assez de permission pour lui dire au revoir. Le message est arrivé par mon commandant d'unité. Urgence familiale, disait-il. Le temps que j'arrive à la maison, elle était déjà partie. Mon père se tenait près de son cercueil en grande tenue, les yeux fixés droit devant. J'ai attendu qu'il parle. Il ne l'a pas fait. Ni à la cérémonie, ni après, ni quand j'ai murmuré, elle aurait voulu que tu sois fier de moi. Il s'est juste éloigné. Après cela, le silence entre nous s'est durci en quelque chose de permanent. Même lorsque j'ai été diplômé major de ma promotion, il n'est pas venu. Un ami commun m'a dit plus tard qu'il s'en était vanté discrètement auprès de quelques vieux copains de l'armée, mais pas à moi. J'ai continué à poursuivre son ombre, cependant. Chaque promotion, chaque citation, j'envoyais une photo à la maison. Quand j'ai épinglé mes galons de capitaine de corvette, je lui ai envoyé une photo encadrée avec une courte note, toujours en service, mon colonel. Je pensais que vous devriez savoir. Il l'a retournée 2 semaines plus tard, non ouverte, l'enveloppe marquée refusé. Ce soir-là, je me suis tenu près du lavabo de la caserne et j'ai brûlé chaque lettre que je lui avais jamais écrite. La fumée sentait légèrement l'encre et un vieil espoir. Puis j'ai sorti mon uniforme, l'ai repassé à nouveau, et j'ai murmuré les mêmes mots que maman m'avait dit un jour, les tempêtes forgent les marins. Quand les gens me demandent pourquoi je me suis engagé dans la marine, je ne parle pas de patriotisme ou de salaire. Je parle du silence, de la façon dont il peut briser une personne ou la construire. Mon père m'a appris le devoir. Ma mère m'a appris le sens. Entre les deux, j'ai trouvé ma propre forme de commandement. Pourtant, même après toutes ces années, une partie de moi ne désirait qu'une chose, qu'il me regarde, ne serait-ce qu'une fois, et dise « bien joué ». Il ne l'a jamais fait, mais cela ne m'a pas empêché de le mériter quand même. J'ai appris très tôt que la force ne consiste pas à crier le plus fort. Elle consiste à rester ferme quand le vent tourne. La marine me l'a appris. Ou peut-être que je me le suis appris à moi-même à travers chaque rejet qui a précédé. Quand je suis arrivé à mon affectation à Toulon, j'avais 23 ans et j'étais novice, plus de conviction que de confiance, plus de volonté que d'expérience. Ma première mission était la coordination logistique pour les opérations côtières, un poste que la plupart des officiers considéraient comme de la paperasse. Mais la logistique est ce qui maintient les missions en vie, transport de carburant, itinéraires médicaux. Sans elle, même les commandos les plus aguerris ne peuvent pas bouger d'un pouce. La première fois que j'ai briefé mon commandant, il n'a pas levé les yeux de son café.
Lieutenant Laurent, a-t-il dit d'un ton plat, vous avez déjà 2 handicaps, jeune et femme. N'en faites pas un 3e. Alors, je ne l'ai pas fait. Je me suis assuré que chaque livraison arrivait en avance, que chaque rapport était parfait, que chaque opération était comptabilisée, jusqu'au dernier boulon. Quand les autres étaient dans les bars, je révisais les itinéraires de convoi et mettais à jour les cartes météo. Je ne le faisais pas pour la reconnaissance. Je le faisais parce que l'échec lui aurait donné raison. 3 ans plus tard, j'ai été affecté pour assister une unité de sauvetage pendant la saison des tempêtes. Notre mission était simple sur le papier, sécuriser les lignes de ravitaillement critiques avant l'arrivée de la tempête. La réalité, bien sûr, avait d'autres plans. La tempête a frappé plus fort que prévu. Routes inondées, communications coupées, civils piégés. Je me suis porté volontaire pour diriger une petite équipe à travers une autoroute inondée pour récupérer une famille coincée dans une berline à moitié submergée. Je me souviens encore du goût de l'eau salée, métallique et amère, comme l'adrénaline. La pluie tombait à l'horizontale, la visibilité était quasi nulle. Mon équipe criait dans des radios qui fonctionnaient à peine. Quand nous avons atteint le véhicule, un enfant pleurait à l'intérieur. Pas plus de 6 ans. J'ai avancé dans l'eau jusqu'à la poitrine, poussé la portière et les sortis sur mes épaules pendant que sa mère sanglotait d'incrédulité. Nous les avons emmenés en lieu sûr. Pas de médaille, pas de photo, juste une poignée de main d'un policier trempé qui a dit « Je ne pensais pas que les gens de la marine faisaient encore ce genre de choses. » J'ai souri. Nous faisons ce qui doit être fait. Cette tempête m'a valu ma première citation et un nouveau surnom, glacial. Certains disaient que c'était parce que je restais calme sous la pression. D'autres disaient que c'était parce que je ne bronchais pas face à la douleur. Les deux étaient vrais. Après cette mission, les choses ont changé. Le commandement a commencé à m'écouter. On m'a offert un poste de supervision de la coordination logistique des commandos marines, une première pour quelqu'un de mon âge. J'ai travaillé côte à côte avec les hommes que j'avais autrefois approvisionnés, apprenant le rythme de leur monde. J'ai observé comment ils bougeaient, parlaient, se faisaient confiance avec ce genre de lien qui se forge sous le feu et dans le sel. Ils m'ont testé, bien sûr. Pic subtil, blague, défi. L'un d'eux a même dit, mon commandant, sans vouloir vous offenser, mais qu'est-ce que vous connaissez au combat? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Assez pour m'assurer que vous rentriez à la maison. Il ne m'a plus jamais questionné. J'ai commencé à m'entraîner avec eux avant l'aube, pompe dans le sable, course chronométrée, plongée en eau froide. Je n'y étais pas obligé, mais je ne pouvais pas demander leur respect depuis derrière un bureau. Finalement, les taquineries ont cessé. Ils ont commencé à m'appeler patronne, un titre qu'ils ne donnaient que lorsqu'il était mérité. Les années ont passé, les déploiements se sont enchaînés. Djibouti, Nouvelle-Calédonie, l'océan Indien. Chaque port m'a appris une leçon. Le respect n'est jamais donné gratuitement. Il se gagne en silence. J'ai bâti ma réputation sur la compétence, pas sur la conversation. Quand quelqu'un avait besoin de résoudre un problème, on m'appelait. Mais le succès est une forme de promotion solitaire. Pour chaque galon que j'épinglais sur mon épaule, une autre couche de distance se creusait entre moi et mon père. Il avait cessé de répondre à mes appels à ce moment-là, mais je laissais toujours des messages vocaux après chaque étape importante. Salut, papa. J'ai été promu commandant aujourd'hui. Ou, nous avons terminé une opération sans aucune perte. Le silence qui suivait était plus lourd que n'importe quel gilet pare-balles. Un jour, après une longue rotation d'entraînement, je suis rentré chez moi pour trouver un colis à ma porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de sa main. À l'intérieur, une coupure de journal. Un officier de marine félicité pour son action héroïque lors des inondations. Plié en dessous, une seule ligne écrite de sa main en lettres capitales, tu as fait ton travail. Rien de plus. Ce n'était pas un éloge. C'était une reconnaissance dépouillée de toute chaleur. Mais pour une raison quelconque, je l'ai scotchée à mon miroir et je la regardais chaque matin avant de partir au travail. Pas comme une motivation, plutôt comme un rappel que certaines personnes ne verront jamais que la moitié de qui vous êtes. Pourtant, j'ai continué à grimper. J'ai pris le commandement de ma propre unité de soutien des commandos marines à 31 ans. Sous ma direction, l'efficacité s'est améliorée et les taux d'accidents ont chuté. Mes méthodes étaient peu conventionnelles, bilan de santé mentale obligatoire, programme de liaison avec les familles, débriefing entre pairs.
Les vieux gradés appelaient ça du leadership doux. Les hommes sous mes ordres appelaient ça de l'humanité. La première fois qu'un de mes marins m'a remercié d'avoir sauvé son mariage, j'ai réalisé que j'avais fait quelque chose que mon père n'aurait jamais pu faire. Je dirigeais avec empathie, pas avec peur. Un soir, après une longue journée d'exercice sur le terrain, je me suis assise sur la jetée, regardant le soleil plonger sous la ligne d'horizon. Les vagues clapotaient contre le bois comme une respiration. J'ai pensé à la vie de mon père, faite de règles, sans réflexion. Et je me suis demandé s'il ne s'était pas construit sa propre prison de fierté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rédigé un message que je n'ai jamais envoyé. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Mais j'aimerais que tu connaisses la femme que tu as construite. Je l'ai effacé. Certains messages sont faits pour être portés, pas délivrés. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillé, écoutant le bourdonnement des générateurs de la base, j'ai réalisé autre chose. L'uniforme que je portais n'était pas seulement une armure. C'était un héritage. Pas de mon père, mais de chaque personne avec qui j'avais servi, de chaque marin qui m'avait appelé mon commandant avec un respect sincère. L'acier ne naît pas, il est forgé. Et l'eau salée, elle ne fait pas que piquer, elle nettoie la plaie. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le bruit de la mer me rappeler que les tempêtes, aussi violentes soient-elles, finissent par passer. Et quand elles le font, ce qui reste n'est pas ce qui a été brisé, c'est ce qui a refusé de se briser. Étienne Colbert n'est pas entré dans ma vie comme une tempête. Il est arrivé comme un courant stable. Nous nous sommes rencontrés lors d'un briefing conjoint Marine DGSI sur la cybersécurité à Paris. J'étais là pour représenter le commandement logistique naval et il était l'agent de liaison de la division du contre-espionnage de l'agence. Je m'attendais à un autre gratte-papier en costume. Ce que j'ai eu, c'est un homme qui m'a regardé comme si je n'avais pas besoin de faire mes preuves d'abord. Les premiers mots qu'il m'ait jamais dit furent « Le formatage de votre rapport est terrible ». Je l'ai dévisagé, sans m'amuser. Votre chaîne de commandement est en désordre. C'est comme ça que ça a commencé, un choc entre la précision et le pragmatisme. Mais à la fin de la semaine, nous avions réécrit ensemble la moitié des procédures de mission. Il travaillait discrètement, sans ego, et écoutait quand les autres ne le faisaient pas. J'ai remarqué qu'il se tenait toujours légèrement en retrait pendant les réunions, laissant les autres parler en premier. Dans une pièce remplie d'autorité, ce genre de patience est une forme de commandement en soi. Il a commencé à laisser de petites choses sur mon bureau, pas des fleurs ou des mots, mais du café, toujours noir, toujours chaud. Un matin, j'ai finalement demandé, c'est un pot de vin. Il a souri. Une offrande de paix. Vous avez l'air de quelqu'un qui fonctionne à la caféine et au silence. Il n'avait pas tort. Les mois ont passé et ces cafés silencieux se sont transformés en longues conversations en soirée sur l'éthique de travail et le fardeau étrange de porter un but comme une armure. Il n'était pas militaire, mais il comprenait l'ordre, comprenait le poids de la responsabilité. Quand il m'a finalement invité à sortir, ce n'était pas un grand discours, juste une seule phrase à la fin d'un briefing. Vous avez sauvé chaque opération que vous avez touchée. Que diriez-vous de sauver un dîner de la solitude? J'ai dit oui avant de pouvoir me raisonner. Notre premier rendez-vous n'était pas à la lueur des bougies ou au son des violons. C'était dans un restaurant de fin de soirée juste à côté de la base. Lumière fluorescente vacillant au-dessus de nos têtes, deux personnes trop fatiguées pour faire semblant. Il m'a parlé de ses parents, des instituteurs de la Creuse, et de la façon dont il lui avait appris à mesurer le succès non pas par le grade mais par l'intégrité. Je lui ai parlé de mon père, de la façon dont j'avais passé la moitié de ma vie à essayer de gagner un signe de tête qui n'est jamais venu. Il n'a pas eu pitié de moi. Il a juste dit, on dirait qu'il a élevé quelqu'un de plus fort qu'il ne savait comment gérer. Cette phrase m'est restée. Étienne était différent de tous ceux que j'avais connus. Il n'essayait pas de rivaliser avec moi. Il ne bronchait pas quand on m'appelait à 2 heures du matin pour une coordination d'urgence. Il comprenait que mon uniforme n'était pas juste du tissu. C'était une identité, et il m'aimait pour ça. Une fois, après une longue semaine de briefing, il a dit, la plupart des gens tombent amoureux de partie de quelqu'un. Moi, je vous aime tout entière. Le soldat dans la tempête. Au moment où il m'a demandé en mariage, cela semblait inévitable, pas dramatique. Pas de faste, pas de public. Juste nous deux sur une jetée à Toulon au coucher du soleil, les bottes pendantes au-dessus du bord. Il tenait une petite boîte, une simple alliance en or à l'intérieur, et a dit, laisse-moi servir à tes côtés, où que cela signifie.
Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit oui. L'organisation du mariage a été minimale. Aucun de nous ne voulait de spectacle. Une cérémonie tranquille à la chapelle navale, une poignée d'invités, et le vent de la Méditerranée comme témoin. Je lui ai dit que je porterais ma grande tenue blanche. Il n'a pas hésité. C'est la chose la plus honnête que tu possèdes, a-t-il dit. Pourquoi voudrais-je que tu portes autre chose? Pourtant, au fond de moi, j'espérais que mon père viendrait. L'espoir, après tout, était tu. Je lui ai envoyé une carte 2 semaines avant le mariage. Samedi, 13h, chapelle navale. Vous êtes le bienvenu. Je serai en uniforme. Aucune réponse n'est venue. La veille de la cérémonie, Étienne et moi avons convenu de dormir séparément, respectant la tradition. Il est resté dans l'appartement d'un ami en ville. Je suis resté dans les quartiers des invités sur la base. J'ai passé la soirée à repasser mon uniforme, chaque mouvement délibéré. Il y a une révérence qui vient avec le port de ce que l'on a mérité. Chaque médaille, chaque ruban, chaque couture raconte une histoire. En polissant les boutons en laiton, mon esprit a vagabondé vers le vieux conseil de mon père. La présentation est tout. Drôle comme les mêmes mots peuvent blesser et renforcer selon qui écoute. À minuit, j'ai suspendu la veste avec soin sur la chaise et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lumières du port scintiller. La base était calme, à l'exception du faible bourdonnement des patrouilleurs fendant l'eau sombre. Quelque part là-bas, des hommes que j'avais formés étaient de service, constants, invisibles. Mon genre de personne. J'ai pensé à maman. Si elle était en vie, elle aurait cité quelque chose de poétique. Peut-être encore Rimbaud. L'âme choisit sa propre société, puis ferme la porte. Elle aurait souri à mon uniforme et aurait dit que je ressemblais à de la lumière enveloppée de discipline. Je me suis endormi juste avant l'aube. Quand je me suis réveillé, le monde semblait immobile. Le genre d'immobilité juste avant que quelque chose ne change pour toujours. J'ai préparé du café, enfilé mon uniforme et vérifié le miroir. Le reflet qui me regardait n'était ni une mariée ni une officier. C'était les deux vies, une seule vérité. C'est alors que le téléphone a vibré. Un nouveau message. Nous ne venons pas. N'appelle pas, amuse-toi bien. Je l'ai lu 2 fois. Aucune ponctuation manquante. Aucune hésitation. Juste une précision froide. La voix de l'homme qui m'a appris le contrôle et n'a jamais réalisé qu'il m'enseignait l'endurance. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris ma coiffe, l'ai placée sous mon bras, et j'ai murmuré à la pièce vide, compris, mon colonel. Puis j'ai marché vers la chapelle. Le trajet était court, mais chaque virage semblait lourd de souvenirs. Les portes de la base, le mât, l'écho des cadets en marche. En passant devant la place d'armes, je me suis souvenu de ma première inspection là-bas des années auparavant, tremblante sous le regard d'un commandant. Maintenant, ces mêmes terrains me mèneraient au mariage. Devant la chapelle, la brise a soulevé le bord de ma jupe. Le ciel était sans nuages, d'un bleu vif que seules les matinées de printemps près de la côte peuvent créer. J'ai repris mon souffle. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti la paix. Il ne serait pas là. Je le savais maintenant. Mais peut-être, juste peut-être, un jour, il comprendrait que porter l'uniforme n'était pas de la rébellion. C'était un héritage redéfini, pas rejeté. À l'intérieur, l'orgue a commencé à jouer. La chapelle était petite, encadrée de briques blanchies à la chaux, le genre d'endroit construit plus pour la révérence que pour la grandeur. Quand je suis arrivé, le parking était presque plein. Cela m'a surprise. Nous n'avions pas invité beaucoup de monde. J'ai pensé que peut-être certains des commandos de mon ancien commandement étaient venus se tenir à l'extérieur comme le font parfois les soldats, silencieux, respectueux, sans s'annoncer. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le sel et le bois verni. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux représentant des navires sur des mers calmes, des faisceaux de couleurs se posant sur le sol poli. Un aumônier avec qui j'avais servi des années auparavant se tenait près de l'autel, sa posture droite comme un i, un sourire discret sous le poids du souvenir. Les bancs se sont remplis lentement. Quelques amis de la DGSI étaient assis d'un côté, des collègues de la marine de l'autre. J'ai senti les regards me suivre alors que je descendais l'allée vers la sacristie. Peut-être cherchait-il la robe que je ne portais pas. Au lieu de cela, je portais la vérité, grande tenue blanche, ruban poli, sabre à mon côté.
Les galons dorés scintillaient sous la lumière, non pas comme un ornement, mais comme un témoignage. Le SMS de mon père était toujours non lu sur mon téléphone, mais son écho me suivait à chaque pas. Nous ne venons pas. N'appelle pas, amuse-toi bien. Froid, efficace, tout comme lui. Mon commandant, appela doucement une voix derrière moi. C'était le maître principal Dubois, l'un des hommes que j'avais dirigé des années auparavant lors d'une opération difficile dans le Golfe. Il se tenait à côté d'un autre marin, le major Moreau, qui marchait maintenant avec une jambe en titane, mais se tenait plus droit que n'importe qui dans la pièce. Dubois a dit, nous pensions vous escorter jusqu'à l'hôtel, si cela vous convient. J'ai senti ma gorge se serrer. Vous deux êtes censés être des invités. Moreau a souri. Et vous êtes censé être quelqu'un qui laisse les gens se tenir à ses côtés. Laissez-nous faire ça. J'ai hoché la tête. Alors faisons ça dans les règles. L'orgue est passé à la marche nuptiale. Quand les portes de la chapelle se sont ouvertes, la lumière du soleil a inondé la pièce, peignant des halos dorés sur les bancs. Dubois et Moreau m'ont flanqué, les talons alignés, les visages droits. Le bourdonnement de la conversation est tombé dans un silence parfait. Puis, du fond de la salle, une voix a retenti, ferme, claire, reconnaissable entre toutes. Amiral sur le pont. Chaque personne dans cette chapelle s'est levée à l'unisson. Le bruit des chaussures polies frappant le bois a suivi, une centaine de cœurs battant comme un seul. Je ne m'y attendais pas. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée, et j'ai cru que j'allais craquer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement respiré, avancé, et laissé le son m'envahir comme une marée dans laquelle j'avais passé ma vie à nager. J'ai croisé le regard d'Étienne à l'hôtel. Il ne souriait pas. Il se tenait juste droit, les mains jointes derrière le dos, son regard empli d'une fierté qui en disait plus que n'importe quel mot. Chaque pas dans cette allée semblait délibéré, lourd de sens. Je ne marchais pas vers un homme. Je traversais chaque tempête que j'avais survécue pour arriver là. Les années de silence, de doute, de preuve et d'endurance, tout cela convergeait en cet instant. L'uniforme, le service, l'absence de famille, toutes les pièces de la même mosaïque qui faisaient de moi ce que j'étais. Quand j'ai atteint l'avant, Dubois et Moreau se sont arrêtés, ont salué et se sont écartés. L'aumônier a ouvert sa Bible mais n'a pas commencé tout de suite. Le silence lui-même semblait sacré. Étienne s'est avancé, sa voix basse mais claire. Tu ressembles à une victoire. J'ai souri doucement. Tu ressembles à la paix. Nous n'avons pas échangé des vœux écrits par des poètes ou lus dans un livre. Nous avons parlé avec la mémoire du muscle, celle construite par des années de devoir. Je promets de protéger ce que nous construirons, ai-je dit. Je promets d'honorer ce que tu as déjà construit, a-t-il répondu. L'aumônier s'est éclairci la gorge doucement. Par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu et par la patrie, je vous déclare maintenant mari et femme. Personne n'a applaudi immédiatement. Pendant quelques secondes, la chapelle est restée immobile, comme si tout le monde comprenait collectivement que ce n'était pas seulement un mariage. C'était un règlement de compte. Puis, alors que nous nous tournions, les applaudissements sont venus, profonds, résonnants, s'élevant comme des vagues contre un rocher. Dehors, les commandos qui s'étaient rassemblés sans y être invités ont formé une voûte de sabre, les lames brillant au soleil. C'est une tradition habituellement réservée aux officiers se mariant au sein des rangs. Mais cette fois, ce sont les militaires du rang qui tenaient les sabres. Cela comptait plus que tout. Alors qu'Étienne et moi passions sous la voûte, une seule goutte d'eau de mer provenant de l'un des sabres a atterri sur ma manche, brillant comme une larme qui ne m'appartenait pas. J'ai regardé l'horizon et j'ai pensé à mon père, non pas avec colère, mais avec l'étrange calme de l'acceptation. Il n'était pas venu. Il avait fait ce choix. Mais à sa place se tenaient des hommes qui comprenaient ce qu'il n'a jamais compris. Le leadership n'est pas une question de commandement. C'est une question de sollicitude. La réception était modeste, des tables sous une tente en toile sur la pelouse de la base. Des guirlandes lumineuses se balançaient dans la brise. Quelqu'un avait accroché un vieux drapeau de la marine à l'entrée, ses bords effilochés mais fiers. Les rires fusaient dans l'air. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis de savourer l'immobilité. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait, Dubois m'a retrouvé. Il a levé son verre et a dit, « Nous ne nous sommes pas levés pour votre grade aujourd'hui, mon commandant. Nous nous sommes levés pour la façon dont vous dirigez. » Moreau a ajouté, « Pour la façon dont vous nous avez fait croire que nous comptions. » Je ne savais pas quoi dire. Alors,
je les ai simplement salués tous les deux. Ce n'était pas le protocole. C'était de la gratitude. Alors que la dernière lumière s'estompait, Étienne et moi nous sommes éclipsés de la foule. Nous nous sommes tenus sur la falaise surplombant l'eau. L'océan s'étendait, infini, calme maintenant après des années de tempête. « Tu l'as fait ?» a-t-il dit doucement. « Non » ai-je répondu. « Nous l'avons fait. » Le vent a attrapé le bord de ma veste, la soulevant juste assez pour révéler le sabre à mon côté, le même que mon équipe m'avait offert lors de ma promotion, un symbole non pas de bataille, mais d'endurance. J'ai posé ma main sur la poignée. Il a dit que je ne porterais jamais ces couleurs, ai-je murmuré. Mais peut-être que je n'étais jamais censé porter les siennes. J'étais censé porter les miennes. Étienne n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, puis a pris ma main. La nuit s'est installée autour de nous, douce, dorée, infinie. Quelque part derrière nous, les invités riaient encore. La musique jouait toujours. Mais pour moi, la cérémonie était terminée, et quelque chose de plus grand avait commencé. Au loin, à travers la base silencieuse, je pouvais presque entendre l'écho de la voix de mon père. Discipline, précision, fierté. Seulement maintenant, ça ne piquait plus. Ça sonnait comme le langage d'un homme qui n'a jamais appris à dire amour. J'ai fermé les yeux, le vent salé sur mon visage, et j'ai murmuré dans le noir, « Je vous pardonne, mon colonel. » Le lendemain du mariage, la base était silencieuse. Les mouettes planaient bas au-dessus de l'eau, leurs cris aigus dans l'air calme. Étienne et moi étions partis tôt, nous éclipsant des rires et des au revoir. Nous avons roulé vers le nord jusqu'à ce que l'océan devienne plus froid, jusqu'à ce que les bases et les uniformes cèdent la place aux pins et aux côtes. Nous avons trouvé une petite auberge en Bretagne, le genre avec des planchers en bois qui craquent et sentent légèrement le sel et le café. Le propriétaire, un ancien fusilier marin nommé Loïc, a immédiatement reconnu la prestance dans nos postures. « Vous deux, vous avez l'air de militaire » a-t-il dit en faisant glisser 2 tasses. « Cet endroit fonctionne au respect et aux crêpes au sarrasin. Vous vous y plairez. » Pendant 3 jours, nous n'avons pas regardé nos téléphones. Pas de mets de travail, pas de nouvelles, pas d'interruption, juste l'air marin, le brouillard et le bruit des vagues caressant le rivage comme une respiration. C'était la première fois depuis des années que je ressentais l'absence d'urgence. Le 3e matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café et le bruit d'Étienne tournant les pages d'un journal. Il m'a jeté un coup d'œil, un sourire discret au coin de la bouche. « Bonjour, amiral. »« Bonjour, agent. » Nous avions déjà un rythme. La paix semblait nouvelle, mais pas étrangère. Il a fait glisser une tasse vers moi, puis mon téléphone. « Tu devrais voir ça », a-t-il dit doucement. L'écran s'est allumé, 17 appels manqués, tous du même numéro. Mon estomac s'est noué avant que mon esprit ne comprenne. Papa. Le premier appel était venu le soir du mariage. Le dernier, juste 2 heures auparavant. Pas de message vocal, pas de SMS, juste ce numéro répété encore et encore, comme s'il essayait de combler des années par la seule persistance. J'ai posé le téléphone avec précaution, comme s'il pouvait exploser. Il a appelé. Étienne a hoché la tête. 17 fois. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. L'horloge de l'auberge tic-taquait faiblement en arrière-plan. Puis, comme sur un signal, une autre vibration, un message. Ce n'était pas de lui. C'était de ma cousine Claire, la seule parente qui n'avait jamais pris parti. Une seule photo, sans légende. Elle montrait le parking de la chapelle. Granuleuse, mais assez claire. Dans le coin, à moitié dans l'ombre, se tenait un homme en grande tenue sombre de l'armée de terre, le dos droit, les mains derrière lui, regardant les portes de la chapelle de loin. Mon père. La photo suivante est arrivée quelques secondes plus tard. Même homme, même parking. Seulement cette fois, il se détournait, marchant vers la rue. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la gravité. Il était là, ai-je murmuré. Étienne s'est penché, a étudié la photo. On dirait qu'il n'a pas pu entrer. Non, ai-je dit doucement. Il n'a jamais pu. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, écoutant les vagues au dehors. J'ai pensé à toutes les années entre nous, aux lettres que j'avais écrites, aux appels sans réponse, au silence qu'il avait transformé en arme. Et maintenant ça,
une photographie d'un homme qui s'était approché juste assez pour être témoin de ce qu'il avait perdu. Plus tard dans l'après-midi, pendant qu'Étienne faisait la sieste, je suis sorti sur le porche. Le vent était froid et sentait la pluie. J'ai ouvert mes messages et j'ai tapé quelque chose que je ne savais pas que je retenais. Tu aurais dû entrer. Il ne s'agissait pas de te prouver que tu avais tort. Il s'agissait de te montrer à quoi ressemble le bien. Je l'ai effacé avant de l'envoyer. Le pardon, avais-je appris, n'a pas toujours besoin d'un public. Ce soir-là, après le dîner, l'aubergiste m'a tendu une enveloppe. Du courrier est arrivé pour vous, a-t-il dit. Un coursier l'a déposé il y a 1 heure. Pas d'adresse de retour. J'ai immédiatement reconnu l'écriture, carrée, délibérée, militaire. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Je n'ai pas pu entrer dans cette chapelle. Je ne savais pas comment m'asseoir parmi des gens qui voyaient déjà en toi ce que je refusais de voir. J'avais tort. Si tu me le permets, j'aimerais parler. Pas d'uniforme, pas de protocole, juste un père qui essaie de comprendre une fille qu'il n'a jamais pris le temps de connaître. R. Laurent. Je l'ai lu 3 fois. Les mots ne piquaient pas. Ils se sont posés. Quand j'ai montré la lettre à Étienne, il n'a rien dit au début. Puis, doucement, veux-tu répondre ? Je ne sais pas, tu ne lui dois rien, a-t-il dit. Non, ai-je répondu en pliant soigneusement la lettre. Mais peut-être que je me dois à moi-même le choix. Cette nuit-là, j'ai pris une petite carte de la papeterie de l'auberge et j'ai répondu. La prochaine fois, la porte sera ouverte. Pas de salutation, pas de grade, pas d'émotion, juste de la clarté. J'ai scellé l'enveloppe, l'ai posée sur le comptoir et j'ai demandé à Loïc de l'envoyer le matin. Il m'a regardé avec la compréhension tranquille d'un homme qui avait vu trop de choses dans la vie. C'est le meilleur genre de message, a-t-il dit. Court et mérité. Plus tard, alors que je me tenais dehors sous les étoiles, j'ai réalisé que la vengeance silencieuse, ne consiste pas à faire souffrir quelqu'un. Elle consiste à lui montrer qu'il ne le peut plus. Mon père vivrait avec l'image de moi descendant cette allée en grand uniforme, entouré d'hommes qui se sont levés non pas par le sang, mais par conviction. Et ce serait suffisant. Étienne m'a rejointe, son bras s'enroulant autour de mes épaules. Tu penses qu'il appellera à nouveau, a-t-il demandé. Peut-être, ai-je dit. Mais cette fois, je répondrai. Il a souri. Et tu diras quoi? Que je vais bien, ai-je dit simplement. Que j'ai trouvé la paix et que peut-être il le peut aussi. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le vent devienne froid, regardant la marée monter. Quelque part au-delà de l'horizon, mon père existait, seul peut-être, mais enfin conscient. Je n'avais pas besoin d'excuses. Pas vraiment. J'avais juste besoin qu'il sache que j'avais survécu sans elle. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur le port, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Pas de nouveaux messages. Mais d'une manière ou d'une autre, ce silence ne semblait plus vide. Il semblait achevé. 6 mois plus tard, je me suis retrouvé de retour à Paris. Uniforme différent, même poids des attentes. Le ministère des Armées m'avait invité à prononcer un discours lors d'un forum sur le leadership intitulé « L'éthique dans le commandement ». Il voulait que je parle, non pas parce que j'étais une officier de marine, mais parce que mes réformes avaient discrètement sauvé des vies. Je ne me sentais pas comme un symbole, bien que d'autres insistaient sur le fait que j'en étais devenu un. Je me sentais comme quelqu'un qui apprenait encore ce que signifiait vraiment la force. Le matin du discours, je me tenais devant le miroir, ajustant les 4 galons dorés sur ma manche. Dehors, par la fenêtre de l'hôtel, la ville brillait d'une lumière grise et matinale. Étienne regardait depuis l'embrasure de la porte, la cravate à moitié nouée. « Prête, amiral ?» « Toujours, ai-je dit. Mais à l'intérieur, mon pouls avait ce vieux rythme familier. Pas de la nervosité exactement, plutôt de la conscience. La salle de bal était remplie d'uniformes et de costumes, d'étoiles et de barrettes, de civils et de hauts gradés. Des rangées de drapeaux bordaient la scène comme des témoins. Je me suis avancé vers le podium, mes talons claquant contre le marbre poli. Pendant une seconde, j'ai pensé à mon père, à la façon dont il avait passé sa vie à rechercher la perfection dans la posture et avait manqué la grâce dans la pratique. Quand j'ai commencé à parler, je n'ai utilisé ni diapositive ni notes. J'ai juste raconté des histoires sur le jeune marin qui avait un jour écrit une lettre de suicide se terminant par « Dites à l'amiral Laurent merci ». Elle m'a vu.
Sur les hommes qui se sont tenus à mon mariage quand mon père ne le voulait pas. Sur la façon dont la discipline sans compassion n'est que du contrôle, et comment la véritable autorité ne réside pas dans la voix la plus forte, mais dans la présence la plus calme. J'ai dit, le respect ne s'hérite pas. Il n'est pas transmis comme des médailles ou des noms de famille. Il se gagne chaque jour en se présentant, en se tenant droit, et en faisant ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Pendant un instant, la salle fut silencieuse. Puis les applaudissements se sont élevés comme une vague, pas rugissants, mais constants, sincères. Après le discours, je me suis mêlé aux participants, serrant des mains, échangeant des saluts. Quand la foule s'est éclaircie, un aide de camp s'est approché avec une enveloppe de couleur crème. Ceci est arrivé pour vous, amiral. Pas d'expéditeur, mais c'est marqué urgent. Ma poitrine s'est serrée en la prenant. J'ai reconnu l'écriture avant de l'ouvrir. Délibéré, carré, exact. J'ai regardé ton discours. Je ne suis pas entré dans la chapelle ce jour-là parce que je ne savais pas comment m'asseoir parmi des gens qui voyaient déjà en toi ce que je refusais de voir. Je n'ai pas salué, non pas parce que tu ne le méritais pas, mais parce que je ne savais pas comment honorer ce que je ne comprenais pas. J'avais tort. Si tu me le permets, j'aimerais parler, pas d'uniforme, pas de grade, juste un père essayant d'apprendre la langue de sa fille. Robert Laurent. Je l'ai lu 3 fois. Ma gorge s'est serrée, non pas de colère cette fois, mais de quelque chose de plus doux. Du regret, peut-être, ou de la grâce. Ce soir-là, Étienne m'a trouvé assise à la table de la cuisine de notre appartement, la lettre ouverte à côté de mon café. Il a enfin dit quelque chose, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Oui. Vas-tu le rencontrer? Je ne sais pas, tu ne lui dois rien, a-t-il dit doucement. Non, ai-je dit, mais peut-être que je me dois à moi-même la paix de l'entendre en personne. Une semaine plus tard, je l'ai rencontré au cimetière militaire du Mont Valérien. Le seul endroit où le silence semble sacré, pas cruel. L'herbe était coupée avec une précision militaire. L'air était vif et calme. Il attendait près de la pierre tombale de ma mère, portant des vêtements civils pour la première fois de ma mémoire. Pas de grade, pas de médaille, juste un homme qui avait enfin déposé son armure. Il s'est retourné en entendant mes pas. Tu ressembles à ta mère quand tu te tiens comme ça. C'était la première chose qu'il me disait depuis des années qui ne sonnait pas comme un ordre. Nous avons parlé pendant des heures, non pas de guerre ou de médaille ou de qui avait raison. Nous avons parlé de regrets, de ce que coûte le silence, de la différence entre la fierté et le principe. À un moment donné, il a baissé les yeux, les mains tremblant légèrement, et a dit, « Je pensais t'apprendre la force. Je n'avais pas réalisé que tu l'avais déjà. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai dit la vérité. Tu m'as appris le devoir, papa. J'ai juste appris l'amour ailleurs. » Avant de nous séparer, il a redressé le dos, les vieilles habitudes ont la vie dure, et a levé la main dans un salut lent et imparfait. Il n'était pas impeccable. Il n'était pas réglementaire, mais c'était le geste le plus sincère que je l'ai jamais vu faire. J'ai rendu le salut, non pas parce qu'il avait mérité le pardon, mais parce que je l'avais mérité. Ce soir-là, Étienne et moi étions assis ensemble sur le balcon, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles sur le pavé. Je lui ai parlé du salut. Il n'a pas demandé ce que cela signifiait. Il a juste tenu ma main jusqu'à ce que les mots ne soient plus nécessaires. Les mois ont passé. La vie s'est installée dans son rythme régulier de devoirs et de matins tranquilles. Mon père a réécrit, de courtes lettres tapées à la machine, direct. Pas de grandes excuses, juste des nouvelles, des souvenirs, de petites branches d'olivier. Je répondais toutes les quelques semaines. Lentement, maladroitement, le silence s'est rompu. Un an jour pour jour après le mariage, je me tenais sur une autre scène, cette fois pour recevoir le prix d'excellence du commandement éthique du ministère des Armées. Étienne était assis au premier rang, et au fond, parmi la foule d'officiers et de cadets, se tenait mon père. À la fin de la cérémonie, j'ai regardé dans sa direction. Pendant un instant, il a hésité. Puis, dans un mouvement si lent qu'il m'a presque défaite, il a levé la main une fois de plus. Cette fois, un salut complet, impeccable et délibéré. Je l'ai rendu. Alors que les applaudissements remplissaient la salle, j'ai pensé à quelque chose que ma mère disait. Les tempêtes ne sont pas faites pour te détruire, Amélie. Elles sont faites pour te définir. Plus tard dans la soirée, en marchant dehors sous la douce lueur des lampadaires, j'ai vérifié mon téléphone.
Un message d'un de mes anciens commandos était arrivé. Je pense encore au jour de votre mariage, mon commandant. Jamais vu autant de guerriers pleurer pendant une cérémonie. C'est ce jour-là que nous avons réalisé quelque chose, le sang ne saluait pas, mais l'honneur, si. J'ai souri et j'ai répondu. Certains saluts ne s'effacent jamais. Ils trouvent juste leur chemin vers la maison. En appuyant sur envoyer, j'ai réalisé que l'histoire n'était pas du tout une question de vengeance.